Bien, donc aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à une des grandes batailles de l'Antiquité, la bataille de Mantinée. C'est 418 avant Jésus-Christ et c'est une bataille qui va marquer un tournant dans le déroulement de la guerre du Péloponnèse, laquelle s'est tenue de 431 à 404. Il y a eu une première guerre, dite guerre d'Archidamos, de 431 à 421, où les premières campagnes ont été conduites par un des deux rois de Sparte, puisqu'il y en avait deux. C'était une diarchie, pas une monarchie, et il y en avait un qui était particulièrement consacré aux affaires militaires. Donc le chef de campagne des premières années, s'appelait Archidamos, c'était un homme âgé. Il avait déjà vu le tremblement de terre de Sparte en 464, donc c'était un très vieil homme. Il était tout jeune homme à l'époque, et c'était un très vieil homme au moment de la guerre du Péloponnèse. Et cette guerre, dans l'ensemble, avait plutôt montré la supériorité des Spartiates, qui avaient perdu une partie des leurs dans l'île de Sphactérie et qui voulaient à tout prix les récupérer, et la paix avait été signée entre Athènes et Sparte, mais tous les alliés des deux côtés étaient mécontents. Et même à la limite, Spartiates et Athéniens étaient mécontents aussi. Donc on va assister très vite à des renversements d'alliances et à un nouveau départ de guerre. Donc au début de la guerre, les campagnes 431 à 428, les trois premières campagnes ont été menées par Archidamos. Puis en 427, c'est un régent de l'autre maison royale qui mène la campagne. Archidamos apparemment n'est pas mort, mais est hors d'état de mener la campagne. Et à partir de 426, c'est Agis II qui est désormais à la tête des troupes. Thucydide ne nous parle pas de la mort d'Archidamos d'ailleurs. Mais donc, il nous dit en 427 que c'est un membre de l'autre famille royale qui conduit l'expédition en Attique. Lorsque Agis prend le pouvoir, il reprend le mode de guerre de son prédécesseur et il tente aussi une expédition en Attique, mais il se heurte à ce moment-là à des tremblements de terre, interprétés comme une volonté divine de s'y opposer, et il rebrousse chemin à l'isthme. Donc, sa première campagne militaire commence mal. L'année suivante, lors du printemps-été 425, Athènes mène une contre-offensive à Pylos et les malheurs s'accumulent. En 424, les Athéniens s'emparent de Cythère, puis de Tyréa. Et donc, à la suite de ça, Thucydide a tendance à présenter Agis à peu près comme un incapable. Et l'opinion est peut-être un peu partagée à Sparte, puisque on voit qu'il est flanqué de 10 conseillers désormais. Mais tout dépend aussi de qui viennent les renseignements dont dispose Thucydide. Apparemment, ces renseignements pour cette période-là, nous allons les voir pour la bataille de Mantinée, sont des renseignements uniquement athéniens. De plus, Thucydide avait peut-être lui-même une certaine rancœur contre Agis. En effet, dès que celui-ci est le roi, on voit un changement stratégique dans la politique de Sparte. Et en réalité, si on dépasse le portrait implicite fait par Thucydide, on s'aperçoit que les innovations s'accumulent. Il y a la fondation d'Héracléa Trachinia en été 426, Thucydide 3, 92-93, puis l'expédition du Spartiate Eurylochos contre Naupacte. Naupacte est sauvé par Démosthène, mais Eurylochos n'en continue pas moins ses entreprises dans le nord de la Grèce, avant d'être tué à l'hiver 426-425. Et à la suite de ça, c'est l'expédition de Brasidas en Thrace à l'été 424, qui sera fatale à la carrière de Thucydide, parce qu'il n'a pas été capable de défendre Amphipolis contre l'attaque de Brasidas. Et Thucydide, à la suite de ça, va être banni. Mais ce ne sont pas les seules innovations qu'on peut percevoir à ce moment-là. Après la prise de Cythère, on voit en Laconie, en Thucydide 455, un recrutement tout nouveau de cavaliers et d'archers.
Et donc, si on regarde bien, depuis l'avènement d'Agis, la politique militaire de Sparte est en plein renouvellement. Alors, en 421, à la suite de la défaite de Sphactérie, Athènes et Sparte traitent, les deux États devaient se restituer mutuellement leurs prises et leurs prisonniers. Mais rien ne se passe comme prévu. Corinthe et Mégare, qui avaient solidement appuyé Sparte, ne sont pas pris en compte dans le traité. Les Béotiens ne veulent pas rendre Panactone, le fort qui contrôle la route entre Éleusis et Thèbes, et Amphipolis, qui a héroïsé Brasidas, ne veut pour rien au monde retourner sous la domination athénienne. Donc la paix est une très mauvaise paix. Tout le monde se prépare à se battre au nouveau et tout le monde veut s'attirer l'alliance d'Argos, qui jusque-là a réussi à rester neutre et dispose d'une certaine prospérité. Alors, les prémices de Mantinée sont étranges. Thucydide lui-même dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il a beau se faire expliquer les mouvements, décrire, quelque chose lui échappe. Alors, dans ces choses qui lui échappent, je ne sais pas si vous voyez le territoire lacédémonien, c'est peut-être pas très clair, mais ici, comment est-ce que je pourrais vous montrer quelque chose? Est-ce que vous voyez la flèche qui se déplace? Oui? Non? Est-ce qu'il y a un moyen de montrer? D'accord, là, ça en voit plus. Mais est-ce que vous voyez la flèche cette fois? Oui? Très bien. Alors, la Mantinée se trouve ici, vous voyez, dans la plaine au nord de Sparte, qui est partagée entre Tégée, qui est à la frontière de la Laconie, et Mantinée. Quant au territoire lacédémonien, il part de là à l'époque de la Néda pour aller ici, à la bordure montagneuse, et pour englober la Tiréatide ici. Donc c'est à tout le sud du Péloponnèse, c'est encore l'époque du grand territoire lacédémonien. Le voici là, bon, vous pouvez peut-être pas voir grand-chose. Et donc il se passe des choses que Thucydide nous décrit, mais c'est de façon extérieure. Ainsi, par exemple, les Spartiates vont à la ville frontière au nord de Sparte. Ils remontent la vallée de l'Eurotas et ils vont jusqu'à la pointe du Tégète. Et puis ils retournent chez eux. Ils recommencent ensuite, ils marchent jusqu'à Carrier. Alors cette fois c'est la route vers Tégée, un peu plus à l'est. Et puis là encore, ils stationnent dans la plaine de Carrier et puis ils reviennent chez eux. Alors voici ces routes. Vous avez la route prise finalement pour aller à la bataille de Mantinée, qui est, pour autant qu'on puisse savoir, parce qu'il y a très peu de traces, il y a celle-ci en fait, mais qui est apparemment cette route-ci, et qui permet d'aller directement vers Mantinée sans passer par Tégée. La route par Carrier et par Tégée, c'est celle-ci. Mais c'est cette route-là que prend le roi Archidamos, parce que apparemment, comme c'est une expédition décidée très rapidement, il n'a pas le temps de faire venir les alliés et il ramasse tout ce qu'il peut, les Ménaliens, les Arcadiens du Sud, le long de sa route. Ce que je peux vous faire remarquer quand même, c'est que ces deux routes où il s'arrête, l'Euctrone est ici. Carrier, je vous l'ai montré, est là. Vous avez une plaine où il peut rassembler ses troupes.
faire venir les contingents de Périèque qui peuvent accompagner l'armée et les faire stationner, rassembler, voir où en sont les bagages avant de franchir la frontière. Enfin, il y a une troisième chose incompréhensible. Au printemps 418, Agis part pour combattre en Argolide et arrivé en Argolide, les deux armées se regardent en chien de faïence et puis se séparent sans combattre. En attendant, voici, je vous ai montré la route de Carrier où il reste encore des traces. Vous voyez ce qu'était une route à chariot de l'Antiquité grecque. Des espèces de rails à l'envers. Ça, c'est la route dont il reste des traces pour sortir du Sarandopotasmos et entrer en Cariatide. Thucydide, quand il parle de cette armée qui sort ou qui se déplace, il a dit pandémie. Et lors de l'invasion d'Argos au printemps 418, il est précisé avec tous les ilotes. Oi ilotai pandémie. Ceci, c'est quelque chose qui nous renvoie à l'armée de Pausanias à Platée. Vous voyez, ça c'est. Vous pouvez lire, oui, c'est clair. Donc, ce que je vous dis, stratovon, aftoi, ke, oi, ilotes, pandémie, et paragos. Alors, ça rappelle l'armée de Platée où il y avait 10 000 Lacédémoniens, dont 5 000 Spartiates, et 35 000 ilotes. Et puis, il y a un texte de Xénophon qui nous explique comment fonctionnait ce genre d'armée sur le champ de bataille dans la Syropédie. Donc, on fait ranger d'abord ceux qu'ils appellent ici dans la traduction les porteurs de cuirasse, c'est-à-dire les hoplites. Et puis ensuite, il y a toutes les troupes légères qui se rangent derrière. Et pour finir, un cordon d'hoplites qui veille à ce qu'ils ne tournent pas les talons. Et à Platée, en fait, les ilotes étaient bien sur le terrain et ont combattu parce qu'ils ont une tombe de combattants. Bon, en Argolide, donc, ils évitent le combat. Du coup, aussi bien les Argiens sont furieux, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient une belle armée, que c'était sur leur territoire, et qu'ils allaient pouvoir flanquer la raclée aux Spartiates qui avaient perdu de leur superbe avec la défaite de Bactérie. Et les Spartiates étaient persuadés que, comme d'habitude, ils ne feraient qu'une bouchée des Argiens. Bref, tout le monde est mécontent. Et donc là, ils étaient à Sparte très en colère contre Agis. Mais peu de temps après, Agis repart en campagne parce que Thégée a appelé à l'ordre, à l'aide. Donc à la fin de l'été de la même année, Agis repart en campagne. Voici donc, et ils sortirent une nouvelle fois, vous le voyez, on nous dit, avec tous leurs ilotes. Kai ton iloten pandémie. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ils sortent par la route de l'Eurotas, de façon à pouvoir rassembler tous les Arcadiens qui sont dans le coin, qui ne se presseraient peut-être pas d'accourir autrement, mais là, comme on passe chez eux, il faut bien qu'ils suivent. Et finalement, ils ont quand même assez d'alliés pour renvoyer les classes les plus vieilles et les plus jeunes vers Sparte, enfin, ou pour les laisser en Laconie pour garder le pays. Et ils vont dans la plaine entre Thégée et Mantinée. Alors voilà la carte d'Arcadie tirée du livre de Madeleine Jost.
vous avez TG, ils sont donc passés par ici, et ils sont là, dans cette plaine, entre TG et Mantinet. Mantinet est ici, et TG est là, ils sont arrivés à peu près là, ils sont aux frontières entre TG et Mantinet. Alors, ces plaines d'Arcadie sont des plaines à écoulement endoréique. C'est-à-dire que c'est un système karstique. Vous avez des cours d'eau. Il y en a tout plein de dessinés là sur la carte. Ah bon, où est-ce qu'il part? Voilà. Il y en a tout plein de dessinés. Mais à part le grand fleuve l'Alphée, la plupart d'entre eux se terminent dans ce qu'on appelle en Grèce des catavôtres, c'est-à-dire des gouffres où ils deviennent rivières souterraines, quitte à ressortir 50 ou 100 km plus loin, sous forme de très grosses sources et de nouveaux fleuves. C'est le cas dans la plaine de Mantinet, où vous avez comme ça encore ici près de TG, vous avez encore ce qu'on appelle le lac Taka, qui est à écoulement comme cela interne, et vous en avez d'autres dans la plaine de Mantinet. Je me souviens de l'avoir vu en hiver sous les eaux parce que tout était bouché. Alors ça, c'est la carte de l'expédition de Morée, la première carte levée en Grèce lors de la libération du sud de la Grèce des Turcs. Alors quand ils arrivent dans la plaine, dès qu'ils arrivent, les Argiens, qui quand même ne sont pas très fiers à l'idée d'affronter les Lacédémoniens, se réfugient sur une hauteur. Comme la plaine est entourée de montagnes de tous côtés, ils n'ont pas eu de mal. Les Lacédémoniens se dirigent vers eux. Et à ce moment-là, Thucydide nous raconte une anecdote qui, à mon avis, fait partie de ce qu'on appelle de nos jours des fake news. Il dit « Ah, mais il y a un vieux soldat qui lui dit « Espèce d'imbécile, tu vas pas faire tuer tes troupes à déloger les autres là-haut de leur situation inexpugnable. Il faut pas faire ça. » Donc, c'est pour ça que je dis que Thucydide présente un peu Agis comme un benêt. Je suppose que le roi n'a pas eu besoin qu'on vienne lui dire que c'était pas intelligent de se lancer à l'assaut de la hauteur où étaient réfugiés les ennemis, et qu'il a pu penser lui-même à se replier et à chercher autre chose. Et d'ailleurs, ce qu'il cherche, c'est pas idiot du tout. Il dérive les eaux d'un cours d'eau de façon à ce qu'au lieu de se tourner vers le lac Taka, ça se déverse dans la partie de la plaine de Mantinet et non pas dans la partie de la plaine de TG. Et là, les murailles de Mantinet, il y a un soubassement de pierre, mais au-dessus, c'est de la brique séchée au soleil, c'est-à-dire c'est des murailles de terre, ce qui est très solide quand c'est pas sous l'eau. Mais en inondant la plaine, l'eau peut arriver jusqu'à la base des remparts et les faire fondre. Bon, donc devant cette menace, les ennemis descendent de leur acropole improvisée et se préparent à livrer bataille là où Agis a choisi de livrer bataille, c'est-à-dire dans la plaine, ce qui l'arrange. Donc voilà cette plaine. Alors le lac Taka qu'on voit encore est là. Et ici, lors de la carte de l'expédition de Morée qui date à peu près entre 1830 et 1850, vous en avez un autre. Mais pourquoi est-ce que... Oh, bon, zut. Non. Vous en avez un autre qui est dessiné ici dans la plaine dans la plaine de Mantinet. Oui. Donc, en barrant un cours d'eau, il peut inonder à peu près cette plaine, ce qui était pas mal vu. D'ailleurs, un autre roi de Sparte, 30 ans après, se servira de la chose pour détruire Mantinet, effectivement.
Alors, la bataille. Thucydide nous décrit très exactement les combattants. Vous voyez, les Athéniens ont peu d'alliés, seuls les Arcadiens du sud-ouest qui l'a ramassé en chemin sont venus. Et puis il y a les gens d'Éréa un peu plus au nord, mais sur cette même route de l'est vers le nord, qui se sont dépêchés de venir aussi. Mais pour le reste, pas grand-chose. Du côté de Mantinée, c'était un peu plus fourni. Il y avait d'autres Arcadiens, les 1000 d'Argos, qui sont un corps de soldats, comment dirais-je, formés à la Spartiate, c'est-à-dire un corps de soldats professionnels en quelque sorte. Et puis il y avait le reste des Argiens avec les alliés d'Argos qui étaient Cléonae et Ornéae, et enfin les Athéniens qui avaient envoyé 1000 hoplites et 300 cavaliers. Il y aurait dû y avoir les Éléens aussi, mais ils ont commencé par dire non parce qu'ils revenaient de campagne et quand ils sont décidés, c'était fini. Mais la surprise n'est pas là, elle est dans l'armée lacédémonienne. Alors, il y a quand même une première chose, mais je vous en ai déjà parlé. Les Spartiates ont une cavalerie. C'est la première fois qu'ils alignent une cavalerie sur le champ de bataille. Mais je vous avais dit, donc, ça fait partie de ces réformes qu'on voit se mettre en place dès qu'Agis II a pris le pouvoir. C'est en Thucydide 455-2. Mais ensuite, vous trouvez les troupes, vous avez les Skirites, complètement à l'aile gauche, et puis les Brasidiens. Alors voici, je vous ai repris le croquis des deux armées affrontées. Thucydide vous dit que l'armée des Mantinéens était moins étendue, moins nombreuse que l'armée de Sparte. D'après la description qu'ils font des deux, je n'en suis pas sûre. Là encore, il faut voir la part de l'idéologie, la part des renseignements, etc. Parce que, on va voir d'ailleurs dans le truc de la bataille, c'est pas sûr du tout. Et Thucydide lui-même, qui est quand même un malin, nous dit oui, mais le nombre des troupes, j'ai pas pu le savoir parce qu'ils ont tellement vantard, la vantardise des hommes fait qu'on peut pas être sûr. Donc, vous avez les Skirites à l'aile gauche, puis vous avez un bataillon formé de Brasidiens et de Néodamodes. Alors, les Brasidiens, vous savez peut-être ce que c'est. Ce sont des ilotes qu'on a armés en hoplites, qui ont été choisis sans doute parmi les jeunes gens le plus aptes à faire des bons soldats. Et Brasidas en a choisi 700 et ils sont partis, et ça a été une expédition fantastique. Ils ont dû traverser toute la Grèce centrale, la Thessalie, pour arriver jusqu'en Macédoine et en Thrace. C'était pas gagné. Et ce sont des hommes qui en ont vu de toutes les couleurs, parce qu'ils ont dû survivre en louant leur service au roi de Macédoine, Perdiccas, qui leur a joué des tours pendables, enfin. Et ils sont sans doute pas tous revenus, mais il y en a qui sont revenus. Et ceux-là sont sûrement des soldats de première qualité. Et puis, il y a aussi des gens qu'on appelle les Néodamodes, et alors là, ça pose problème, parce que personne ne sait vraiment qui ils sont. Alors, les Brasidiens, on sait qu'ils ont été libérés à leur retour à Sparte, qui sont donc désormais des hommes libres, mais des affranchis. Et apparemment, on a un texte hellénistique qui semble montrer que quand on est affranchi à Sparte, on garde le nom du fait qu'il vous a affranchi pendant sa propre vie. On est ainsi, comme ça, affranchi parce qu'on a été marin, affranchi tout simplement parce qu'on a un maître qui vous a affranchi, qu'on s'est trouvé sans maître, etc. Et puis, il y a des gens qu'on appelle les Néodamodes. Et ça, on ne sait pas trop ce que c'est, mais le texte qui nous dit
que les affranchis gardent le nom de la raison pour laquelle on les affranchit, nous dit aussi qu'il y avait les néodamodes, mais qui sont autre chose que les ilotes. Et donc, moi, j'ai avancé une théorie dans un livre publié en 2000 sur les Grecs et la guerre, où j'avais traité Sparte. Et ma théorie, c'est qu'il se passe quelque chose au 5e siècle, après la guerre, la longue et difficile guerre que les Spartiates ont dû mener aux Messéniens après le tremblement de terre de 464. La guerre dure 10 ans, nous dit Thucydide, et ils ne peuvent y mettre fin qu'en laissant partir les Ilotes et les Messéniens révoltés, qui vont s'installer, que les Athéniens installeront à Naupacte. Et mon idée, c'est qu'ils ont dû négocier, pour que tous les Ilotes ne partent pas, ils ont dû négocier des conditions beaucoup plus avantageuses que celles qu'il y avait autrefois pour les Ilotes. Et du coup, le corps des Spartiates s'est trouvé appauvri. Et si vous ne pouvez plus mener la vie militaire, vous y consacrer, si vous êtes obligé de travailler, vous tombez dans le damos. Vous ne faites plus partie du corps des homoioi. Et donc, j'ai proposé, et ça a l'air de passer d'ailleurs, que les néodamodes, c'est le nouveau damos spartiate. Ce sont des gens qui n'ont plus les moyens de mener le mode de vie consacré à la vie militaire et politique, qui ont donc perdu les droits politiques et militaires, mais qui ont des droits autrement, qui sont citoyens lacédémoniens, avec ce problème que par contre, si je peux expliquer les néodamodes, j'explique pas très bien ce que c'est qu'un lacédémonien. Parce que regardez ce que j'ai trouvé à propos d'Héracléa. Xénarès le Cnidien, lacédémonien, leur chef, a été tué. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lacédémonien si j'ai un Cnidien qui est lacédémonien? Oui, donc il y a encore des tas de choses à éclaircir dans le système spartiate, mais il y a visiblement, à la fin du 5e siècle, il me fait des méchancetés. Il y a une population à Sparte qui est beaucoup plus complexe que l'image simpliste qu'on vous en donne d'habitude. Et cette image plus complexe, on le retrouve lors de la conspiration de Cynadon, où effectivement, il nous parle de tas de gens qui ne sont pas des homoioi, qui sont à Sparte, mais il y en a tout plein. Et il n'y a pas seulement des ilotes, pas seulement des périaques, mais il y a aussi des néodamodes et des hypoméionès, enfin, toute une série de gens qui sont pas des périaques et qui sont entre les ilotes et entre les homoioi. Donc vous avez une espèce de continuum, vous avez une société complexe. Et bon, c'est ce que l'on voit sur le terrain à ce moment-là, c'est l'intégration de cette société complexe dans l'armée. Alors, il y a un texte qui vous montre très bien ce qu'est ce type de société. C'est le diagramma de Cyrène. Vous trouverez la traduction dans le Jean-Marie Bertrand, IHG 1992, le numéro 77. Et il y a effectivement, comme à Sparte, des efforts, des gérontes. Et puis, il y a les gens qui, parce qu'ils ont des biens terriens, font partie de la classe politique. Et puis, il y a les autres qui sont cyrénéens, citoyens cyrénéens, mais qui doivent travailler et qui n'ont pas droit au droit politique. Donc là, vous pouvez avoir un exemple de ce que c'est que le fonctionnement de ces sociétés-là. En tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une complexité de la population lacédémonienne que vous trouverez donc décrite dans la conspiration de Cynadon et qui est une réalité de la seconde moitié du 5e siècle et du début du 4e siècle. Et je pense que si Agis a fait ses marches et ses contre-marches, celle où il s'est arrêté à Electrone, celle où il s'était arrêté à Carrier, et puis le fait qu'il ne se soit pas battu à Argos, c'est parce qu'il était en train d'exercer ses nouvelles troupes, qu'il ne pouvait pas encore, qu'il leur fallait faire l'exercice, parce que dans l'armée spartiate, tout le monde doit savoir exactement où est sa place, aussi bien dans la marche, dans le camp, que sur le terrain de bataille. Et donc tout ça, il faut l'apprendre. Et je pense que c'est
ces marches qui s'arrêtent aux frontières de Lacédémone. Puis ensuite, cette bataille qu'on ne livre pas sont dues au fait qu'il est en train d'exercer cette nouvelle armée, qu'il va cette fois aligner sur le terrain, peut-être un peu plus vite qu'il ne l'aurait voulu, mais qui va faire ses preuves. Bon, donc Thucydide décrit tout ça, mais visiblement, et c'est les problèmes du fonctionnement de l'esprit humain, comme il n'a pas pu suivre l'évolution, il n'arrive pas à conceptualiser la chose. Il dit « je comprends pas ». Il voit et il ne comprend pas. C'est très intéressant comme fonctionnement. Alors, il essaye d'avoir le plus de renseignements possible parce que c'est un excellent historien. Donc, il complète sa description par une autre, celle des hommes de première ligne, pour nous donner le nombre des hommes de première ligne, squiri, cavaliers, serfils, etc. Cela dit, ça ne nous donne pas le nombre de néodamodes ou de Brasiliens qui sont sur le champ de bataille. Ça ne nous donne même pas, on ne sait même pas combien il y a de Périèques d'inclus dans l'armée lacédémonienne, parce qu'ils sont sous le nom lacédémonien. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est que lakédaimonios? On est sûr qu'il y a les Skirites, qui sont les Périèques du nord de l'État spartiate, que donc ce nord que l'armée a traversé, donc Agis a récupéré les Ménaliens, mais avant il a récupéré les Skirites aussi, donc il y a le bataillon des Skirites. On ne sait pas s'il y a d'autres Périèques. Mais en tout cas, donc ce que nous voyons, nous, en y réfléchissant, c'est qu'on a une armée qui est en train de se refonder, mais que sur le terrain, à ce moment-là, l'Athénien qui informe Thucydide et Thucydide lui-même n'arrive pas à intégrer la chose, à le conceptualiser, comme je vous dis. Alors, le déroulement des combats. Bon, et d'ailleurs, vous voyez, Thucydide se plaint de la dissimulation habituelle à Lacédémone, qui fait qu'il n'arrive pas à savoir tout ce qu'il voudrait savoir. Et il nous a dit donc que les Lacédémoniens étaient plus nombreux que leurs adversaires, mais en même temps, il nous dit que les Mantinéens débordaient beaucoup l'aile des Spartiates. Donc, ce qui n'est pas sur le dessin que je vous ai montré, les auteurs du dessin ont ignoré cette phrase. Mais en fait, il y a de grandes chances que, comme les Spartiates ont très peu d'alliés, il y ait plus d'ennemis de l'autre côté, même si le corps des Athéniens est réduit. Bon, donc, comme ils sont débordés effectivement, les Spartiates sont obligés d'étirer leur ligne vers la gauche pour éviter de se faire envelopper par les ailes. Eux-mêmes d'ailleurs les Tégéates débordent l'aile adverse. Et puis à ce moment-là, il y a un trou, parce que les bataillons purement spartiates laissent dériver ce menu fretin que sont les Skirites et les Brasiliens, les Néodamodes, et ne suivent pas. Et il y a même pire, les commandants qu'on appelle des polémarques, là. Et là, il y a aussi un problème ça nous pose problème. Un polémarque est à la tête d'une mort, normalement. Les loches, c'était l'armée précédente. Au temps d'Hérodote, ce sont des loches avec des locages. Et normalement, quand Xénophon nous décrit l'armée du début du IVe siècle, ce sont des morts avec des polémarques. Donc là, on est en plein, vous voyez, en train de basculer d'une armée dans une autre. Et là encore, ils ont du mal à conceptualiser l'événement, le changement. Ne serait-ce que parce que leur idéologie ne les y prépare pas. Sparte, pour eux, c'est l'immobilisme, c'est la permanence. Il a répété à chaque fois, par exemple, ils sortent pandémie avec tous les ilotes. Or, vous pouvez remarquer, il n'y a pas un ilote sur le terrain.
Bon, donc, comme il y a un trou, évidemment, les 1000 d'Argos, qui sont une armée, un corps d'élite, voient tout de suite le trou et se précipitent pour essayer d'écraser les Skirites et les Brasiliens isolés du reste de l'armée spartiate. Et d'ailleurs, là, si je puis dire, l'Athénien qui raconte ça à Thucydide, parce que Thucydide n'est pas sur le terrain, lui il est en Thrace, dans son château en Thrace, l'Athénien qui visiblement était sur le terrain pousse des cris de joie, il les met en fuite, il les poussèrent, il l'aide. Et puis là encore, il y a un problème, ils massacrèrent quelques-uns des presbytérones préposés à leur garde. Mais le type, il nous raconte le camp athénien, il ne nous raconte pas le camp spartiate. Parce que nous avons vu que Agis a renvoyé les anciens garder le pays. Donc ils ne sont pas au camp, ceux qui gardent le camp, c'est les ilotes. Puisqu'il y a plein d'ilotes qui sont sortis, ils ne sont pas sur le terrain, ils sont quelque part. Ils sont donc à garder le camp. Et si on regarde l'armée, je vous ai fait le petit croquis, ici vous avez ceux qui sont enfoncés, les 1000 qui étaient normalement en face du roi et de ces Hypais viennent appuyer les Mantinéens pour défoncer l'aile gauche de Sparte, qui recule vers le camp. Mais à ce moment-là, les meilleurs soldats du camp adverse sont partis à la poursuite de ces gens-là. Premièrement, les Athéniens qui sont ici à l'angle. Là, je ne sais pas comment montrer. Les Athéniens qui sont en vert, là, à l'angle, ne peuvent pas voir ce qui se passe du côté du camp spartiate. Donc le type, il nous raconte, en fait, le camp lacédémonien. Il ne nous raconte pas le camp spartiate. Et il n'y a sûrement pas de déroute parce qu'ils n'ont très peu de morts. Donc ils se sont repliés en bon ordre. C'était peut-être préparé à l'avance d'ailleurs. Ils se sont repliés là où ils peuvent avoir des secours, c'est-à-dire là où il y a des milliers de troupes légères en réserve, de gens qui ont peut-être des cailloux achetés, peut-être même des javelots, qui ont en tout cas des masses, des haches, des tas de choses de ce genre, parce que ce sont eux qui ont construit le camp, qui ont détourné le fleuve, qui ont fait des tas de choses de ce genre. Et qu'en plus, les Brasiliens étant d'anciens ilotes, des copains. Et qu'au milieu des chariots, la formation hoplitide d'excellence ne sert à rien. Ils sont obligés de se disloquer. Donc il y a de grandes chances qu'ils se sont mis à l'abri dans le camp, au milieu de toutes les troupes de secours, de réserve, si on peut dire, mais que l'Athénien ne voit pas ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, alors évidemment, Agis, qui est loin d'être un benet, il s'aperçoit que les Argiens ont dégarni leurs meilleures troupes, et lui, il va défoncer les Argiens. Alors là, c'est très amusant. Où aller ? Non, je suis allée trop vite. Où est-ce que j'ai mis mon texte là ? Ah oui, ça doit être là. Voilà. Sur le reste de la ligne, principalement au centre, où se trouvait Agis entouré des 300 de la garde royale, l'attaque déclenchée contre les vétérans d'Argos. Les 1000 sont partis. Il reste que les vieux, la troupe de style milice, qui étaient les troupes grecques normales, c'est-à-dire des gens qui sont normalement paysans, boutiquiers, qui ne sont pas spécialement exercés dans le maniement des armes. En face, ils ont des types qui, eux, passent leur journée à s'exercer. Donc, ils entrent là-dedans, en fait, vous voyez ce qui se passe. Alors là, cette fois-ci, eux, ils mettent en fuite tout ceci, avant même qu'ils n'ont même pas le courage d'attendre de pied ferme les assaillants. Donc, ce qu'il y a, c'est que on a là un truc assez marrant. Thucydide nous a expliqué en long et en large qu'on se déporte vers la gauche pour détruire l'aile gauche de l'ennemi, qui n'est pas protégée par les boucliers. Eh bien ici, Agis innove, il attaque par l'aile droite, carrément, immédiatement, et l'effet est immédiat.
parce que vu qu'il a gardé des troupes compactes, groupées et des gros costauds, quand les autres les voient arriver, ils décampent comme des lapins. Donc le roi n'a pas perdu son temps à discuter avec ceux qui ne voulaient pas lui obéir, mais il réglera ses comptes de retour à Sparte. Les Polémarques qui ont mis en danger l'armée seront bannis de Sparte avec la pire accusation, l'accusation infamante de lâcheté. Vous le trouverez en Thucydide 5, 72, 1. Et quant aux Athéniens, ma foi, ils ne se sont pas mieux comportés que les autres, mais quand même, leurs 2 stratèges ont été tués. Donc, ils ont sauvé l'honneur, au moins les stratèges ont cherché à résister. Pour le reste, ils ont, dans l'ensemble, pris la fuite aussi. Et il y a eu, dans l'ensemble, au moins 1200 morts du côté des ennemis de Sparte, et seulement 300, tout compris, y compris donc les Néodamodes, les Skirides, du côté lacédémonien. D'ailleurs, quand Agis a mis en déroute les autres, il glisse pour récupérer et protéger son aile gauche. Et il attaque à ce moment-là, alors, les Mantinéens et les Mylargiens, qui ne sont pas plus fiers que les autres et qui, à ce moment-là, décampent aussi. Donc, glorieusement, vous voyez, les Athéniens profitèrent de ce mouvement latéral pour se sauver tranquillement. Les Argiens en firent autant, et les Mantinéens et les troupes d'élite d'Argos ne songèrent plus à lutter, et ils prirent la fuite. Voilà donc ce qu'a été la bataille de Mantinée. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? C'est d'une part ce qu'on a vu depuis très longtemps. Momigliano, il y a depuis, je crois, 1929, l'avait écrit, c'est une bataille qui remet tout en jeu. Les Athéniens sortaient psychologiquement vainqueurs de la première guerre du Péloponnèse. Avec la bataille de Mantinée, il apparaît que de nouveau, non, ils ne font pas le poids. Personne ne fait le poids face à l'armée spartiate. Et ça va obliger les Athéniens à accumuler des erreurs, parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ne sont pas supérieurs aux Spartiates. Par bien des raisons, ils leur sont supérieurs, effectivement. Mais militairement, c'est pas sûr. Et donc, ils vont à ce moment-là s'en prendre à Mélos, qui était une colonie lacédémonienne. Et puis, ils vont aller s'en prendre, c'est la grosse erreur, à Syracuse, qui est aussi grosse qu'eux, mais qui est très liée à Sparte. Syracuse est une grosse colonie de Corinthe. Corinthe était l'allié de Sparte. Et ils ont des liens très importants qui vont durer jusqu'au début du milieu du IVe siècle. Donc, pour essayer d'effacer Mantinée, ils vont faire la pire sottise de leur histoire. Et puis, vous voyez, il y a aussi le problème, quand on a des textes antiques, ce sont des textes écrits, des textes littéraires, ce sont des documents très spéciaux. C'est pas la même chose que d'avoir un contrat d'arpentage, des baux fermiers, un contrat de mariage, qui sont du document brut qu'il faut réinterpréter. On a des choses qui sont déjà interprétées. Et il faut essayer de comprendre quelle a pu être la source de l'historien qui nous parle. Bon, là, clairement, c'est un Athénien, y compris dans ses erreurs, très clairement. Mais il y a aussi, même chez un homme aussi intelligent que Thucydide, qui est un grand historien dont la chronologie est sans faille, il y a l'idéologie dans laquelle on est soi-même pris. Il est athénien. C'était un stratège athénien. C'est l'homme qui a écrit le grand discours de Périclès à la gloire d'Athènes. Donc, pour lui, c'est incompréhensible. Il dit, ils ont été inférieurs et ils sont vainqueurs. Eh bien non, ils n'étaient pas inférieurs. Ils sont vainqueurs parce qu'ils ont été quelque part supérieurs. Et semble-t-il, la capacité tactique du roi Agis, qui lui a fait voir quelles étaient les opportunités très très vite. Je vous dis, quand on lui a désobéi, il n'a pas discuté. Il a dit en avant, il a vu l'opportunité qui s'offrait.
De même, pour faire descendre les autres réfugiés sur leur plateau, il n'a pas hésité. Il a commencé à faire détourner un fleuve pour les attirer dans la plaine. Enfin, ce que l'idéologie de Thucydide lui cache, c'est que même un roi de Sparte peut être dynamique et créatif. Mais ça, c'est pas possible de l'admettre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Lacédémone et la bataille de Mantinée. Merci déjà. Et j'avais une question, c'est par rapport aux polémarques qui ont été punis par la suite. Est-ce qu'ils ont reçu le titre, entre guillemets, de trembleur, ou est-ce qu'ils ont juste été exilés, jugés, ne serait-ce que... Les deux polémarques qui ont été punis après la bataille. Ils ont été jugés à Sparte. D'accord. Oui, oui. Et après, ils ont juste été exilés. Après, on ne nous raconte pas ce qu'ils sont devenus. On sait par ailleurs que la situation de ces gens qui avaient été comme ça frappés d'une peine infamante était très mauvaise. Ils ne pouvaient plus ni acheter ni vendre. Enfin, c'était des parias de la société. Oui, parce que j'avais lu qu'il y avait l'appellation de trembleur. Oui, c'est ça. Oui. C'est ce qu'ils ont eu. C'est ça. Oui, c'est ce qu'ils ont eu comme peine. Oui. C'est la pire chose qu'on pouvait leur faire. Pratiquement, c'est la mort civile. D'accord, merci. Bon, non, mais je comprends qu'il n'y ait pas grand-chose à... Non, si, il y a plein de questions, mais ça va venir. Ce qui est intéressant, c'est l'idée que par deux fois, ils partent du territoire par les routes que vous avez montrées d'ailleurs, et qu'ils ne vont pas jusqu'au bout finalement. Et parce qu'ils exercent cette nouvelle armée. Voilà. Il faut que les gens apprennent où est leur rang, où est leur place, et dans la marche, et dans le camp, et sur le terrain. Oui. Quand on lit Xénophon, on voit ce sont des armées où la discipline est très importante, où chacun connaît sa place à tout moment. Donc, en fait, ce sont presque des manœuvres, quoi. Ils sont en manœuvre. Voilà. Ils sont en manœuvre. Ils ne sont pas encore formés. Les Spartiates, ils apprennent ça depuis l'enfance. Là, il y a des nouveaux recrutés, des nouvelles recrues, et il faut les former. C'est intéressant parce qu'il y a effectivement, comme vous le savez, le parallèle avec l'armée de Cléomène III de Sparte qui forme des nouveaux arrivants et qui a dû effectivement s'exercer de cette manière-là. Oui. Il n'a pas attendu que les fruits de l'agoguet qu'il reconstitue donnent... Non, mais on peut exercer des hommes faits, mais il faut le faire à marche forcée, voilà. Effectivement. Oui. J'avais une deuxième question qui m'échappe et qui va me revenir. Oui, c'est sûr. Cette méprise donc de la source de Thucydide, puisque comme vous l'avez bien dit, lui, Thucydide, il est dans son château en Thrace, oui. Et il n'a pas vu, il n'a rien vu. Non, il n'a rien vu. Voilà. Mais il se documente le plus sérieusement possible, ça. Voilà. Et alors, ce qui est frappant, c'est que finalement, ces Athéniens, ils ont pris pour des homoioi, semble-t-il, des ilotes. Enfin, ils ont pas bien vu qui était qui en fait. Vous l'avez montré à propos du camp. Dans le camp, par exemple, il peut pas voir de l'endroit où il est, le type ne peut pas voir ce qui se passe. Et ce qui lui sort, ce qui lui vient à l'esprit, c'est le camp athénien. Il voit pas le camp lacédémonien avec les ilotes. Il doit savoir qu'il y a les ilotes dans le camp lacédémonien. Mais là, sur le coup, ça ne lui vient pas à l'esprit. Oui. Je pense que, parce que lui, naturellement, ce qu'il a dans l'esprit, c'est le camp athénien, qui est gardé par les anciens. Voilà. Donc, tandis que, on sait, puisqu'il nous a dit que les anciens ont été renvoyés, que par contre, il y avait plein d'ilotes, on sait que dans le camp lacédémonien, ce qu'il y a, c'est les ilotes. Mais l'Athénien ne peut pas le voir. D'abord, il est en train de prendre la fuite à ce moment-là, vers son propre camp, sans doute. Et donc, on retrouve les ilotes là, en fait. Je pense que les ilotes, ce sont bien eux qui ont détourné. S'il a pu faire détourner le cours du fleuve, des travaux de ce genre,
c'est parce qu'il y a les Zilotes qui font toute l'intendance. Il est bien évident que planter des palissades, creuser des fossés, même faire la cuisine, si ça se trouve, installer les chariots, soigner les bêtes, c'est pas les Omoyoï, c'est pas les combattants qui le font à Sparte. Ce sont les Zilotes. Et ils peuvent à la limite servir peut-être de troupes de renfort, justement de protection au camp. Parce que, comme le dit Synadon, même s'ils n'ont pas vraiment d'armes, à part la macaïra, ils ont des masses, des haches, des faux, enfin, tout ce qu'il leur faut pour faire les travaux. Et alors, une dernière question. Donc, ce qui est intéressant, c'est votre conception des néodamoïs, des néodamodes. Oui. Est-ce que vous pourriez rappeler simplement comment vous voyez la société, finalement, spartiate? Alors, c'est une société qui suit la guerre de Messénie. C'est-à-dire que pour finir avec la guerre de Messénie, je me suis basée en fait sur un texte d'Aristote qui dit en Crète, les Syssitia sont beaucoup mieux organisées qu'à Sparte parce qu'elles sont fournies par ce qui tient lieu d'Ilote en Crète. Tandis qu'à Sparte, chacun doit fournir sa quote-part, une espèce de capitation en quelque sorte. Et ceux qui ne peuvent pas la fournir ne font plus partie des Omoyoï. Et donc, il suffisait, pour garder des Ilotes en Messénie, de lâcher sur, effectivement, ce qu'il est toujours plus facile de lâcher, plutôt que la redevance aux propriétaires de Cléros, de la redevance qui était fournie à l'État et qui servait à entretenir, effectivement, les Syssitia, les jeunes, etc., et d'exiger que cette redevance soit payée à ce moment-là par ceux qui profitaient du système. Et là, on a immédiatement, ça devient non plus un État aristocratique, mais un État plutocratique censitaire. Et on a une classe censitaire, ce que je retrouve donc dans le diagramme de Cyrène. Et à côté, vous avez une classe qui est des Spartiates, qui ont une espèce de citoyenneté réduite. Ils peuvent vendre, acheter, se marier, etc. Mais ils n'ont pas l'argent qui leur permet de vivre à la vie noble, et donc ils n'ont pas les droits politiques qui sont liés aux activités militaires normalement. Et ce sont eux les néodamodes, que pendant très longtemps on a pensé que les néodamodes, c'était les Brasidiens d'une certaine manière, étaient des cas exceptionnels de néodamodes. Non, parce qu'ils ne seraient pas brasidiens à ce moment-là. Si on les appelle brasidiens, et puis il y a ce texte de Myron de Prienne qui donne toute une série de noms, si on les appelle du nom de leur type d'affranchissement, c'est bien parce qu'ils ne sont pas néodamodes. Et d'ailleurs, le texte dit il y a les néodamodes qui sont autre chose que les Ilotes. Et donc, je pense que donc là, il y a plusieurs indices qui expliquent très bien ce que peuvent être les néodamodes, y compris qu'ils sont des membres du Damos. Et ces Brasidiens et d'autres, parce qu'il y a d'autres cas possibles. Oui, ils forment les mais ils sont ensuite rassemblés dans la conspiration de Synadon sous le nom d'Hippoméionès, les inférieurs aux Damodes. D'accord. Merci beaucoup de cette explication. Voilà. Bon, c'était pas facile, d'accord, mais je pense que vous avez pu suivre avec les textes.